Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Le 7 octobre dernier, une attaque terroriste massive du Hamas contre Israël déclenchait une guerre meurtrière de l'État hébreu dans la bande de Gaza. Alors que les chrétiens viennent de célébrer la nativité du Christ, symbole de paix, nous avons souhaité aujourd'hui envisager malgré tout une possibilité de paix au Proche-Orient. Alors une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens est-elle possible ? Et si oui, à quelles conditions ? Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles à cette paix et comment faire pour les dépasser ? Pour aborder ces questions complexes, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités en plateau. Joël Kotek, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et historien et également directeur de la revue Regard, le mensuel du Centre communautaire juif. Avec nous également, Jemila Benhabib, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes politologue, spécialisé en particulier dans l'islam politique, et vous êtes également membre du collectif Laïcité Yala. Avec nous également, René Neeskens. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, donc ambassadeur honoraire de Belgique. Vous étiez en fonction au moment des négociations de paix qui ont mené aux accords d'Oslo entre Israël et Palestine, donc en 1993. Des accords qui ont abouti, comme on le sait, à un partage de la Cisjordanie occupée en zones différentes, contrôlées les unes par Israël, les autres par l'autorité palestinienne. Et enfin, avec nous, Christian Eckhout. Bonjour, prêtre dominicain, vous êtes théologien et vous avez vécu en Terre Sainte pendant 18 ans. Vous nous partagerez en particulier le point de vue des chrétiens en Terre Sainte. Signaler aussi, nous avions invité une représentante de l'association belgo-palestinienne, mais qui a préféré décliner notre invitation. Alors, pour préparer les échanges d'aujourd'hui, il y a 2 semaines, nous avions diffusé un film d'André Bossuroy sur la Cisjordanie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un bref rappel de ce film en images. Regardez. Ariane et Alexandra, 2 jeunes Françaises, se sont rendues à Hébron, une ville de Cisjordanie qui est un microcosme du conflit israélo-palestinien. Elles nous font découvrir cette ville, vieille de 4000 ans, où l'histoire de nombreuses civilisations et religions se sont mêlées, mais où, aujourd'hui, la population palestinienne vit une réalité quotidienne tendue, marquée par la présence de colons et le contrôle de l'armée israélienne. The occupation is the largest project in the history of Israel. No other project in the history of Israel has been spent on with more money, time, effort, human resource, and blood, of course. You're not allowed to develop yourself. The road you're not allowed to fix. Your building will be targeted with demolition. 90% of all the community here on both sides have a demolition orders, real ones, which could be demolished in any time. You don't know when. So in high school, they teach us, mainly what they teach us in history lessons are about the Holocaust. And you travel also to Poland to visit all of the camps and learn about everything that happened over there. And the next thing that you do, you join the IDF. And they can kill us in every time. And we're in danger, and we have to protect ourselves. And the country of Israel is the result of the Holocaust. And because of that, we have to do everything in our power to save our people, settlers and Israeli citizens alike. And they don't teach us a lot of other things. As a soldier, nobody talked with me about the international law, or about Human Rights Act, or about what is the West Bank and what is Israel. What's the difference between the two? Military regime and democracy. And this is how basically you do everything you're told because you don't understand. Only after you finish your army service, you start to think, you start to understand things, you learn about the world, understand things are not quite as they told you.
Yes, theater. Why this name? Because in Hebron, especially in Hebron, all the time we hear no, no. For new things, it's no. Artist, no. Dancing, no. Cinema, no. Theater, no. For this reason, we said yes. And yes, theater. Artists, it's important. Why? Because they grow up with a good sense. Why good sense? Because occupation, Israel occupation, they try killing feelings. For example, if they hear about a person killed in the street, or 100 person killed, it's normal because Palestinian people, new generation, they live with abnormal things. They thought it's normal, but this is abnormal life. I think we give for children, especially in a difficult situations living, like this hope that there is still something more than this everyday surviving thing, you know. Voilà pour ce rappel de ce film documentaire d'André Bossuroy qui s'appelle Palestine en scène. Alors, on l'a vu déjà, donc une certaine description de la situation, notamment en Cisjordanie occupée. Alors, depuis la recrudescence de ce conflit important entre Israël et le Hamas, beaucoup reviennent à cette idée d'une solution à deux États. Alors, j'ai envie de vous poser la question à tous les quatre, mes quatre invités. Est-ce que dans la situation actuelle, vu les circonstances, est-ce que cette solution à deux États, donc un État israélien, État palestinien qui vivrait en paix côte à côte, est encore envisageable? Joël Kotek, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, effectivement, que celle-là, si vous voulez. L'idée, et c'est l'idée d'ailleurs du plan de partage depuis 1945, c'est de créer, dans ce qui était la Palestine mandataire britannique, de créer un État pour les Palestiniens et un État pour les Juifs. Et je pense que les événements que nous subissons aujourd'hui, la guerre entre Israël et le Hamas, le confirment. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit chez soi et que l'occupation naturellement cesse et aussi qu'Israël soit pleinement reconnu par ses voisins. Donc c'est une solution forcée. Sinon au risque du pire. Jemina Belhabib, même question. Est-ce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un règlement pacifique politique dans ce sens-là? Oui, le plus rapidement possible. Maintenant, faut-il créer les conditions de cette discussion après, évidemment, le massacre du 7 octobre, mais aussi la riposte israélienne massive sur la bande de Gaza. Les esprits, disons, ne sont pas véritablement tournés vers la discussion. Donc peut-être faudrait-il passer par un moment d'apaisement de façon à pouvoir réunir tous les antagonistes et aller vers cette solution des deux États. René Neskens, comment faire justement pour apaiser les choses, pour essayer de ramener les personnes autour de la table? Je pense que la dichotomie et l'antagonisme a atteint un tel niveau aujourd'hui, particulièrement avec les brutalités terribles qui se sont opérées de part et d'autre, que sans doute il faut que l'amorce d'une reprise se fasse par un médiateur externe. Je ne suis pas sûr que dans la condition actuelle des antagonistes, ce soit possible. Le processus d'Oslo jadis a permis d'arriver vers une solution qui à l'époque était vraiment magnifique. Et si elle avait été mise en œuvre et si M. Rabin n'avait pas été assassiné, puisque c'est l'assassinat de M. Rabin qui a enclenché une autre phase de dérive anti-mise en œuvre de ces accords, je pense donc qu'il faut une médiation externe. Alors, quelle est cette médiation externe? C'est un contact entre les divers centres de pouvoir dans le monde qui peuvent le faire. C'est une phase qu'il faudra explorer le plus rapidement possible. Et alors finalement, Christian Eckhout, même question. Selon vous, à quelles conditions pourrait-on arriver à la paix, à une paix politique entre Israéliens et Palestiniens? Aussi une solution à deux États?
Je crois que, comme vous avez dit, une solution avec 2 États pour commencer, ce serait déjà bien s'il y avait un véritable État de Palestine libre et que les murs ne soient pas dans les esprits ni sur le sol, mais que pour qu'il y ait une véritable résolution, 2 États ne suffiront pas. 2 États, c'est vouloir continuer la guerre parce que le problème est Jérusalem. Et donc il faudrait 2 États et une internationalisation de Jérusalem, comme ça a déjà été proposé en 1947, le 29 novembre, et ensuite par d'autres. On avait parlé du corpus separatum. On peut dire que c'est de l'archéologie politique, mais on peut aussi dire que la résolution de la paix ne sera pas sans considérer la viabilité de l'indépendance ou de l'ouverture à tous de Jérusalem. Et c'est très difficile parce que en fait, c'est le point de focal. Le statut particulier de Jérusalem doit être envisagé en plus des 2 États. Oui. Sinon, la guerre sera parce que les deux veulent Jérusalem comme capitale. Alors, on peut avoir une capitale pour les deux, mais on peut aussi avoir comme à Andorre. Andorre est un petit État entre la France et l'Espagne, où il y a la suzeraineté, la co-suzeraineté des 2 États latéraux, mais une indépendance pour le Parlement d'Andorre. C'est une possibilité. Jamila Benabi, vous voulez réagir ? Non, c'est sûr que Jérusalem est en soi un casse-tête et Jérusalem en fait implique évidemment les 3 grandes religions monothéistes. Et on sait aussi l'émotion et la symbolique qu'il y a autour de Jérusalem. Alors maintenant, penser à un statut particulier, envisager ce statut particulier me semble tout à fait opportun, de façon à pouvoir apaiser tout le monde et reconnaître en fait évidemment la pluralité de Jérusalem comme une ville occupant une place importante dans le monde et dans l'histoire en fait de l'humanité. Joël Cottet, quel est votre point de vue sur Jérusalem ? Alors 2 choses. Alors c'est vrai que c'est l'assassinat, pour reprendre, de Rabin qui explique un peu la panne d'Oslo. Donc Premier ministre à l'époque. À l'époque, mais aussi le fait qu'il y a eu des attentats du Hamas pendant cette période-là. Il y a eu à peu près 60 attentats, c'est-à-dire qu'il y a un refus aussi du monde arabe et d'une partie de la population palestinienne à travers ce mouvement-là. S'agissant de Jérusalem, je pense qu'il serait de bon ton de laisser aux Israéliens de choisir leur capitale et aux Palestiniens de choisir leur capitale. On peut très bien envisager une partition entre 2 États qui ont comme capitale partagée Jérusalem et avec un accès libre pour les chrétiens. Je crois qu'il serait temps que l'Église catholique ou les églises chrétiennes acceptent l'idée que le temps des croisades est terminé et qu'aujourd'hui, effectivement, il y aura une Jérusalem pour les Juifs, une Jérusalem pour les musulmans ou les Arabes, parce qu'il y a aussi beaucoup de Palestiniens chrétiens, etc. Je pense que c'est une chose très importante à rappeler, etc. Donc c'est pensable, encore faut-il le vouloir, bien évidemment. René Neskens. Très brièvement, il faut quand même rappeler que dans la suite de la fameuse résolution 181 qui a établi la partition de l'ancienne Palestine, en 1947, est venue la résolution 242 qui a 3 composantes et la 3e composante, donc c'est l'État d'Israël, l'État de Palestine et l'État ou la zone internationale à partager. Cet aspect a été escamoté et je pense effectivement que la solution durable sera que l'entièreté de cette disposition extrêmement sage qui avait recueilli une unanimité rare aux Nations Unies. Une unanimité que nous n'avons plus du tout eue depuis très longtemps à ce sujet et qui pourrait peut-être être mise dans les pistes à privilégier rapidement, entre autres. Alors donc Jérusalem, on l'entend, est évidemment une pomme de discorde entre guillemets. Quels sont les autres obstacles aujourd'hui ? Bien sûr, il y a cette recrudescence, on l'a dit plusieurs fois, de la guerre entre le Hamas et Israël. Joël Cottet, quels sont les autres obstacles majeurs aujourd'hui pour la paix entre Israéliens et Palestiniens, en quelques mots, et aussi déjà comment les dépasser éventuellement. Si vous me permettez, en tant que laïc, je dirais que c'est principalement la religion, c'est-à-dire la religion, c'est un discours idéologique qui rend difficile les négociations. C'est quoi la politique ? Bon, c'est l'art du compromis. Et c'est compliqué de négocier avec des gens qui ont, par exemple, pour les Juifs, la Bible comme cadastre, etc. Donc c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une approche, peut-être pas laïque, mais une approche politique. Et lorsqu'on parle de politique, il est possible effectivement d'arriver à des compromis. Mais si vous pensez effectivement que la Terre Sainte appartient soit aux chrétiens, soit appartient à l'islam parce qu'elle a été terre musulmane, ou soit elle appartient aux juifs parce qu'elle a effectivement été sous autorité juive pendant très longtemps, mais vous n'arriverez pas à un compromis. Donc ce qu'il faut, c'est négocier sans doute avec l'autorité palestinienne, qui est une autorité politique.
Alors, soit dit en passant, je suis très heureux d'accueillir des laïcs dans cette émission catholique. Christian Ecod, vous vouliez réagir? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire attention de ne pas utiliser la religion en politique ou comme outil politique. Oui. Mais je dirais aussi que la première dimension pour augmenter la possibilité de paix, c'est le respect. Le respect de chaque citoyen qui a sa dignité humaine, et le droit international humanitaire est bafoué beaucoup trop actuellement. Et, je dirais, et pour pouvoir avoir ce respect, je crois que dans un État, s'il se veut démocratique, il faut l'égalité citoyenne. Il n'y a pas de raison qu'un État donne une différence, une discrimination, une ségrégation entre différentes couches de population. À Jérusalem, ils n'ont même pas de passeport, ils ont juste une carte d'identité, un permis de séjour, et c'est soi-disant la capitale d'Israël. Du côté des Arabes israéliens, eh ben, ils n'ont pas le même statut que les Juifs israéliens. Donc, il faudrait arriver à une égalité citoyenne qui contribuerait à la paix dans le respect de chaque citoyen. Jemila Benhabib, pour vous aussi, la religion est une des causes, un des obstacles à la paix? Oui, indéniablement. En fait, l'extrémisme religieux, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a deux événements majeurs qui marquent, disons, cette région du monde. Certes, on a évoqué l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif, mais il y a aussi l'assassinat du président égyptien, Anwar el-Sadat, en 81, qui avait, lui, le premier tendu la main et accepté donc ces accords de paix avec Israël, et qui a lui aussi été assassiné par un extrémiste musulman. Et donc c'est dire que dans les deux camps, il y a des extrémismes, et que ces extrémismes-là progressent, avancent, nichent au sein des populations, et c'est peut-être là que le mal existe, c'est-à-dire que comme il y a une panne politique, comme le politique a cessé d'être ce qu'il est, eh bien les extrémismes religieux de part et d'autre ont pris le dessus malheureusement. Comment expliquer, Joël Kotex, que cet extrémisme a pu prendre le dessus sur finalement effectivement une approche sioniste d'un côté qui était plutôt laïque, et aussi un mouvement palestinien au départ qui était plutôt laïque, non religieux? Mais on assiste à une sorte de reflux général dans le monde, vers l'irrationnel, etc. Le fait aussi que les Israéliens avaient rendu, notamment, parlons de l'enclave de Gaza aux Palestiniens, et que malheureusement ça s'est mal terminé. Et pour revenir aussi sur le poids des religieux, en montrant que la religion est quand même un obstacle, c'est-à-dire que les Juifs devraient renoncer par exemple à Hébron. C'est-à-dire ce que nous a montré André Bossuroy, c'est le pire de l'occupation israélienne, cette ville de Hébron. Alors elle est importante dans la mémoire, on pourrait dire biblique, et dans la mémoire juive, mais il faut savoir renoncer, malheureusement, encore une fois, à ce territoire-là, et rendre Hébron à ses propriétaires actuels. Et donc, c'est en cela, voilà. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est réinjecter un peu, comme vous dites, de l'espérance, ou en tout cas, et donner des perspectives d'avenir aux deux peuples, leur montrer que la paix est possible. Alors, puisqu'on est encore dans ce thème religieux, Christian Ecod, il y a donc des chrétiens aussi en Palestine, en Israël. Est-ce que les chrétiens ont un rôle peut-être particulier à jouer pour la paix, en faveur de la paix, et peut-être aussi pour rassembler quelque part, ou essayer de réunir, de mettre autour de la table juifs et musulmans de part et d'autre? On a sûrement des possibilités de faire réfléchir par l'éducation, dans les écoles, dans les lieux saints, faire réfléchir à la valeur de l'être humain comme, je dirais, quelqu'un qui n'a pas seulement dans son humanité pour être un meurtrier comme entre Caïn et Abel, mais au contraire de pouvoir être avec je dirais, un esprit qui est reçu de Dieu, qui défend l'humanité et qui se fait proche des pauvres et des opprimés. Donc, comme chrétiens, nous avons envie de réagir, mais notre voix ne se fait pas assez entendre, ni par les autorités religieuses, ni par d'autres religions non plus. Il n'y a pas assez de présence, je dirais, de réflexion sur... on ne tue pas n'importe comment, n'importe qui, n'importe où. Il y a un respect de la personne. Il faut arriver à dialoguer et à réfléchir sur la vérité et l'injustice pour promouvoir la justice. Et donc, il y aura une paix comme fruit de la justice. Mais cette justice est encore en travail. Aussi bien Isaïe le disait déjà que Jérémie. On ne peut pas arriver à une paix véritable sans commencer par mettre autour de la table les gens pour régler les problèmes en justice, donc de liberté de séjour. Donc il faut qu'il y ait une liberté de religion, une liberté d'expression, une liberté de construction, une liberté de circulation. Et ça manque cruellement dans toute la Terre Sainte. Ouais.
René Neskens, quels obstacles verriez-vous, obstacles principaux à la paix actuelle? Il y a beaucoup d'obstacles, mais je vais en citer quelques-uns. Ils ne sont pas tous de la même valeur, mais il y a un obstacle d'abord de différence fondamentale de vision du côté israélien et du côté palestinien. Du côté palestinien, la vision de réconciliation s'est à mon avis étouffée et éteinte par un double phénomène. D'abord le fait que les autorités palestiniennes ne sont pas parvenues à s'affirmer et à avoir une bonne gouvernance, et où graduellement ce sont les radicaux qui ont pris les Palestiniens en otage, et du côté palestinien où après l'assassinat de Rabin... Du côté israélien, vous voulez dire? Du côté israélien, pardon, après l'assassinat du Premier ministre Rabin, ce sont les durs qui ont graduellement pris le pouvoir et qui aujourd'hui tiennent complètement la politique de l'État israélien en main, c'est-à-dire le Grand Israël, les colonisations, la non-reconnaissance fondamentale à l'intérieur d'eux-mêmes d'une nation palestinienne. Et donc, moi je vois comme un des obstacles à surmonter dans la négociation qu'il va falloir organiser rapidement, c'est aujourd'hui la reconnaissance de l'État palestinien. Si on continue à reporter la reconnaissance de l'État palestinien, les chances de paix seront beaucoup plus difficiles. Ce qui a permis au processus d'Oslo d'aller de l'avant, c'était la reconnaissance mutuelle de l'OLP comme le représentant des Palestiniens et de l'État d'Israël comme un État qui avait droit et la reconnaissance de l'entité palestinienne, de l'État palestinien, faisait partie de ce qui fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, du côté israélien, cet aspect est tout à fait en dehors du plan. Joël Cotet, qu'il serait envisageable du point de vue israélien, surtout avec le gouvernement actuel, d'arriver à une reconnaissance d'un État palestinien, ou en tout cas peut-être mettre une limite aussi à la colonisation? Alors dans ce gouvernement, certainement pas. C'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël. Donc ça, bien évidemment, non. Ce qu'il faut, c'est attendre une nouvelle génération. Il faut espérer le départ de Netanyahou, le départ aussi de ces éléments les plus extrémistes. Il y a l'extrême droite qui est au pouvoir, etc. Et espérer la même chose du côté palestinien, l'émergence d'une nouvelle génération. Mahmoud Abbas est totalement usé, etc. Et voilà, mais encore une fois, ce qui est important quand même à souligner, c'est qu'Israël est quand même une forte démocratie. On l'a vu au moment des grandes manifestations. Il y a une égalité quand même. Alors, il y a une occupation des territoires palestiniens, mais au sein même de l'État d'Israël, c'est une formidable démocratie. Et si vous allez à Haïfa, si vous allez à Jaffa, vous allez voir que c'est un État qui s'efforce, en tout cas, de ne pas pratiquer de discrimination envers les personnes de religions différentes, etc. Donc, ce qu'il faudrait, effectivement, encore une fois, c'est d'arriver à ce qu'il y ait des gens qui soient capables de penser l'autre et de reconnaître l'autre dans sa dignité. Et c'est ça, l'objectif qu'il faudrait absolument atteindre. Si je peux ajouter un point que je n'ai pas suffisamment relevé dans les nombreuses entraves auxquelles il faudra faire attention, c'est l'arrêt des colonisations. Le fait que les partenaires importants internationaux impliqués dans le Moyen-Orient ont laissé se poursuivre les colonisations se rendent en fait coupables de l'impossibilisation, c'est un mot qui n'existe pas encore mais qui existe sur le terrain, de la solution. Et donc si dans la recherche d'une solution, on permet à la colonisation de se poursuivre, à ce moment-là, là nous sommes partis pour une longue période et peut-être une nouvelle génération de personnes qui n'ont pas d'espoir. Il faut un espoir pour les deux, l'espoir pour les Israéliens de vivre en paix dans leur pays et l'espoir pour les Palestiniens de ne pas vivre de génération en génération sous une occupation et sous une colonisation. D'autant plus que nous voyons que les colonisations deviennent maintenant une source additionnelle de conflits qui ne fait pas honneur aux citoyens israéliens. Alors, deux réactions. Jamila Benhabib, d'abord.
Oui, en fait, très rapidement, c'est là où on voit que la solution, en fait, elle est régionale et internationale. Donc, elle implique, c'est vrai, deux principaux acteurs. Il faudra, disons, redynamiser un peu l'autorité palestinienne, totalement absente depuis plusieurs années. Donc, il va falloir véritablement recréer cette dynamique où les Palestiniens donc, mériteraient d'avoir un représentant digne de ce nom, mais aussi toutes les composantes régionales, tous les États donc, entourant Israël, la Palestine. On voit aussi à quel point ils étaient impliqués dans la normalisation des relations avec Israël. Et puis, enfin, le rôle, évidemment, des États-Unis là-dedans, parce que bon, c'est un acteur qui est quand même clé, qui est quand même central, qui a pesé de tout son poids depuis le début de la création donc, de l'État d'Israël. Et puis, bon, aujourd'hui, on est face à un blocage. Bien, il va falloir dérouiller un peu, disons, les quelques verrous qui existent. Joël Cotet, vous voulez réagir? Oui, alors par rapport à la colonisation, ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que dans les paramètres, notamment de Clinton, il a failli avoir un accord de paix entre Barak et Arafat. Il était prévu de démanteler les colonies, la plupart des colonies, en fait. Ils étaient arrivés à un compromis. Et en fait, ce qui pose question, c'est notamment Hébron, c'est les colonies qui sont à l'intérieur, qui font ce qu'on appelle la peau de léopard. Et je pense qu'ils étaient arrivés à un compromis. Et ce n'était pas sur ça, en fait, que finalement les négociations ont échoué. C'était sur le fait qu'il fallait absolument accepter le retour des Palestiniens, ce qui est pratiquement impossible. Ce n'était pas Jérusalem, c'était la question du retour des réfugiés. N'oublions pas quand même qu'Israël n'est pas seulement peuplé de gens qui ont souffert la Shoah. Israël, la moitié de la population sont des gens originaires du monde arabe. Et ça, il faut bien se rendre compte aussi. Et ça, c'est un paramètre important. Ben Kfir, que nous n'aimons pas, j'en suis persuadé, est quelqu'un qui est originaire d'Irak, que vous connaissez bien. Et donc, encore une fois, je veux dire, la population israélienne, c'est une population qui a connu aussi, comme les chrétiens d'Orient, qui ont connu, dans une certaine mesure, la dimitude. Et ils ne veulent plus vivre la dimitude. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Christian Eckholt, vous voulez encore réagir? J'aurais voulu justement abonder dans le sens d'une proposition comme les trois ont exprimé, mais en disant quand même que cette colonisation n'est pas une colonisation comme autrefois nous faisions en Belgique et dans d'autres pays. C'est vraiment des prédateurs politiques qu'il faut arrêter de soutenir ou de laisser libre champ. Et pour Jérusalem, je crois qu'il y a quand même malgré tout une oppression très très forte qui n'est pas justifiable en faisant la démolition des maisons, comme on l'a dit dans le film, ou en interdisant de construire un étage supplémentaire, ou en n'ayant pas pour les mêmes taxes, les mêmes services d'épuration des déchets. Il y a vraiment deux catégories. Il faudrait arriver aussi à ce qu'il y ait une objectivation de l'égalité du service dans cette ville. Et pour ça, peut-être il faudrait passer à un stade supérieur international pour le régler. Le problème, c'est que depuis le 1947, on n'a jamais dit qui va faire cette gestion. On dit préparée par l'ONU, mais on n'a pas été plus loin. Alors on a pensé à d'autres groupes, mais ça n'a jamais été la chance pour Jérusalem d'avoir une propre, je dirais, autonomie qui est nécessaire pour la liberté politique et religieuse des deux autres. Alors le but n'était pas de clore le débat, parce qu'évidemment on pourrait encore beaucoup de choses à aborder, ne fût-ce que sur les questions que nous avons effleurées à peine. Mais merci à tous et tous d'avoir participé à cette émission. Voilà, on espère véritablement, c'est l'espérance en tout cas chrétienne, cette flamme de la paix de Jérusalem, plutôt de Bethléem, pardon, est ici pour en témoigner. Voilà, nous espérons que cette émission vous aura quand même éclairé sur l'un ou l'autre point. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez la revoir, eh bien, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci de votre fidélité.